Mercredi 20 décembre 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal de vie à Madagascar version française. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa et le président de la République tchèque, Petr Pavel, ont également adressé au président de la République malgache, Andry Rajoelina, leurs félicitations pour avoir été réélu président de la République de Madagascar pour les 5 prochaines années. Plus de détails avec Judy. Deux présidents européens ont adressé leurs félicitations au président malagasy Andry Rajoelina pour son investiture. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a écrit au président Andry Rajoelina, le félicitant en son nom et au nom de tout le peuple portugais pour avoir été élu président de la République de Madagascar. Je vous souhaite plein de succès et je souhaite également que la coopération entre nos pays continue à s'élargir, soit plus forte et plus profonde au cours de ce deuxième mandat, soulignait le numéro 1 portugais dans sa missive. Le président de la République tchèque, Petr Pavel, a également personnellement félicité le président Andry Rajoelina, lui souhaitant bonne santé et succès tant dans la gestion du pays que dans sa vie personnelle. Dans un autre sujet, nombreux sont les citoyens qui se sont inscrits dans la liste électorale dans la région Atsimo-Tinanan dans le cadre de la réforme annuelle de la liste électorale selon le président de la CENI. La grande majorité de ces derniers sont notamment ceux qui viennent d'avoir 18 ans et ceux qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale lors de la refonte totale de la liste électorale. Par conséquent, la stratégie de la CENI consistant à travailler avec les responsables de base est efficace. Reportage de Sylvain. Plus de 100 nouvelles inscriptions ont été enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre du réforme annuelle de la liste électorale dans la commune de Farafengan depuis le 1er décembre. En plus des inscriptions, il y a aussi des modifications de la liste électorale, notamment pour les faits constatés lors de la refonte totale de la liste électorale. Travail réalisé par la CENI, conformément à la loi en coopération avec les Fukuntang et les responsables locaux. Par ailleurs, des matériels ont été remis aux agents locaux de la CENI pour faciliter leurs tâches. Comme dans les autres régions visitées par les responsables de la CENI, une rencontre a également eu lieu à Farafengan entre le président de la CENI et les agents locaux. La manière de mener à bien la réforme annuelle de la liste électorale y a été discutée. Ensuite, les 23 gouverneurs de Madagascar tiendront un conseil des gouverneurs de façon régulière. À cette occasion, les réalisations seront annoncées et les gouverneurs pourront échanger leur expérience. L'objectif est de parvenir à un développement à la base pour qu'il n'y ait plus de communes oubliées comme le président de la République, Andry Rajoelina, l'a promis. Rotricel Rakoutmalal nous en dit plus. Le gouverneur est le premier responsable d'une région. Il travaille en collaboration avec le maire et les élus dans la région où il exerce. Les gouverneurs des 23 régions ont commencé à être installés en 2019. Ils ont chacun reçu la somme de 1 milliard d'ariars pour développer leur localité. Ils ont également reçu des engins pour la réhabilitation des routes. Ces gouverneurs continuent de confirmer leur détermination à développer leurs régions respectives d'après leur dire. Il est cependant nécessaire d'améliorer les méthodes de travail pour progresser. Ils ont décidé de tenir un conseil des gouverneurs régulièrement pour faire un compte-rendu de leurs réalisations. Il y a eu lundi dernier une réunion des gouverneurs des régions avec le ministre de l'Intérieur, Toukel Justin. C'était une occasion pour eux de rendre compte de leurs réalisations au cours des 4 dernières années. En économie, l'entreprise créée par le gouvernement à travers le projet ODOF à Mbatndjazak est désormais opérationnelle. Une usine destinée à transformer les tomates produites dans le district d'Mbatndjazak. Actuellement, cette société nommée Lee Cooper produit 3000 bouteilles de ketchup par jour. Judika Ranjianirin nous en dit plus. 2 mois après son inauguration, cette usine de transformation de tomates située à Mbatndjazak est entièrement opérationnelle et répond aux défis fixés lors de sa création. En effet, la région Aloch produit du ketchup localement grâce à cette usine. Elle a également ouvert un marché pour les agriculteurs, leurs produits qui peuvent être trouvés sur le marché de la capitale et d'autres régions de Madagascar. 3000 bouteilles y sont actuellement produites, soit 1,5 tonnes par jour. La production peut augmenter en fonction des besoins du marché.
L'implantation de cette usine à travers le projet ODOF donne la priorité aux agriculteurs et aux coopératives sous l'administration du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, selon le défi du président de la République, Andrzej. Ce projet valorise l'utilisation des produits locaux et donne également du travail aux habitants. En plus du ketchup, il y aura également de nombreux produits à transformer localement, comme du thé, de la sauce tomate en conserve et du jus de tomate. Ainsi, les tomates dont la production atteint jusqu'à 15 000 tonnes par jour ont trouvé des débouchés. Dans un tout autre sujet, la stratégie nationale de protection sociale pour les années 2024-2030 est en cours d'élaboration. Rappelons qu'environ 15% des ménages les plus vulnérables à Madagascar bénéficient d'une sécurité sociale exonérée d'impôts depuis 2016. L'un des objectifs de la stratégie est de réduire au maximum le nombre des ménages vulnérables. L'une des stratégies qui sera utilisée l'année prochaine est l'AGR ou ASAAVJ. Les familles seront plus productifs, amélioreront leurs techniques agricoles et augmenteront leurs revenus. Elles seront également inscrites dans un registre social, le bien-être des enfants et des personnes handicapées seront également priorisés. Nombreux sont les axes pour l'amélioration, notamment coordonner les activités des acteurs de la protection sociale à Madagascar, s'intéresser aux revenus par habitant, établir une vision claire de l'objectif de réduction de la pauvreté. Les groupes d'acteurs de la sécurité sociale, dont les ministères et les partenaires ont participé pleinement à cette réunion. Ensuite, le nombre des taxis-brousses qui partent de la capitale ont doublé en cette période de fête. En ce qui concerne la gare routière Maki, d'Indouatapenek, Madang et Touamas, ce sont les destinations préférées des passagers. Le gérant de cette gare routière appelle les chauffeurs des taxis-brousses à rester vigilants sur la route. J'essaie de Mireille sur les images de Yves Janel. En cette période de fête, plus de 200 taxis-brousses partent de la gare Maki d'Indouatapenek vers les provinces s'il était 220 environ au mois de novembre. Ainsi, le nombre de véhicules qui y travaillent quotidiennement suffit pour transporter les passagers. Ces derniers ne devraient pas avoir de crainte pour trouver de taxis-brousses, selon les dires du responsable du stationnement Maki d'Indouatapenek. Le contrôle est également strict concernant des éventuelles tentatives d'augmentation des frais de transport. En cette période de fête, le gérant de cette gare routière exhorte les chauffeurs à faire preuve de vigilance sur la route, surtout qu'il y a beaucoup plus de passagers que d'habitude. Il est à noter que plus de 32 coopératives de transport travaillent au sein de ce stationnement d'Indouatapenek. Dans un autre sujet, plus de 720 000 jeunes plantes seront reboisées sur une superficie de 2700 hectares dans la région de Vakna-Karadj. La distribution de ces jeunes plantes a commencé la semaine dernière car plus de 1000 personnes en ont fait la demande. Le bureau régional de l'environnement de Vakna-Karadj continue également à recevoir des demandes d'autorisation pour les reboisements. Jameson Regian Arman, Viva Antiravé. La distribution des jeunes plantes a débuté au bureau régional de l'environnement de Vakna-Karadj la semaine dernière. Plus de 1000 personnes ont effectué une demande et l'objectif est de partager 720 000 jeunes plantes de 13 variétés durant la saison de reboisement. La réception des demandes de jeunes plantes se poursuivra dans le Vakna-Karadj et dans les autres districts. L'objectif de la région pour cette saison est de couvrir 2700 hectares. En ce qui concerne maintenant les actualités sportives, les compétitions durant l'intersaison, comme le grand tournoi d'Antananarive ou GTA organisé par la Ligue d'Analamang, permet de mieux préparer la prochaine saison, ont déclaré les entraîneurs des équipes en Pro League. C'est notamment l'objectif de ce grand tournoi d'Antananarive, selon toujours le responsable. Cette compétition qui se terminera avant le début de la saison et entrera dans la phase des demi-finales en janvier, selon les informations. Les compétitions comme le GTA, le grand tournoi d'Antananarive, organisé par la Ligue de football Analamang en cette intersaison est d'une grande importance afin de préparer la saison à venir, notamment pour les clubs qui participeront à la compétition fédérale, que ce soit en compétition de ligue ou en compétition nationale. Pour un grand club comme le CFF Andoran Foot, même s'il a été éliminé en quart de finale lors de cette compétition, les joueurs ont pu constater les erreurs à corriger et les améliorations à apporter pour avoir des bons résultats lors de la prochaine saison, selon l'entraîneur. Le coach du club LG Coq Plus partage le même avis.
Ce club qui est sorti victorieux face au CFFA en quart de finale. À noter que ce tournoi GTA se terminera à la mi-janvier et après cela débutera la compétition nationale Pro League. Place maintenant aux actualités internationales. La Cour suprême de Colorado a déclaré mardi 19 décembre Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut de Capitole, soulevant une onde de choc encore incalculable dans la tumultueuse campagne présidentielle américaine. Reportage sur les images de France 24. C'est une onde de choc dont les répercussions restent pour le moment inconnues. Pour la première fois, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été déclaré inéligible en vue de la prochaine élection présidentielle par la Cour suprême de l'État du Colorado. La décision, prise par une courte majorité de 4 juges sur 7, stipule que l'ancien locataire de la Maison-Blanche s'est livré à la rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole. Rébellion qui entraîne son inéligibilité en vertu du 14e amendement de la Constitution. Une règle fondamentale de notre Constitution a été respectée. À l'avenir, nous partagerons cette interprétation du texte qui régit notre société. Je sais qu'il y a de la déception et de la frustration chez certains, mais l'état de droit perdure aujourd'hui et c'est ce qui fait la grandeur de l'Amérique. Pour l'heure, la décision ne s'applique qu'à la primaire des Républicains dans le Colorado, dont le vote se tiendra le 5 mars prochain. Mais elle pourrait in fine empêcher Trump, grand favori, d'obtenir l'investiture. Lors d'un meeting dans l'Iowa mardi soir, l'ancien président n'a fait aucune référence explicite à cette décision, ni à la quinzaine d'autres procédures lancées à son encontre dans divers États. Donald Trump veut se montrer imperturbable. Chaque fois que les démocrates de la gauche radicale, marxistes, communistes et fascistes m'inculpent, je considère cela comme un grand honneur. N'oubliez jamais que nos ennemis veulent m'enlever ma liberté parce que je ne les laisserai jamais vous enlever la vôtre. Après la décision, le camp républicain a fait bloc derrière Donald Trump et dénoncé un acte antidémocratique. L'ancien président, lui, a annoncé se pourvoir devant la Cour suprême des États-Unis, où la décision a de bonnes chances d'être invalidée. Les juges conservateurs y sont majoritaires, 3 d'entre eux ont même été nommés au cours de son mandat. Ensuite, en RD Congo, les habitants votent aujourd'hui pour les élections générales. Quelques 44 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 75 000 bureaux de vote à travers le pays. Mais tout le monde n'a pas l'intention de voter. C'est en partie le cas de Pakadjouma, un bidonville tentaculaire de Kinshasa. Des Congolais aux prises avec la misère du quotidien, bien loin de la politique et des préoccupations électorales. France 24. À Pakadjouma, les trains passent mais jamais ne s'arrêtent. Limitrophe d'un des quartiers les plus riches de Kinshasa, ce bidonville de 50 000 âmes est un concentré de misère où les services publics sont inexistants. Ici, tout le monde, ou presque, connaît Eliane Kiboubi. Mets-moi un peu de liqueur. À tout juste 28 ans, cette diplômée en droit est une maman de substitution pour beaucoup, comme pour Betty, quadragénaire, qui a appris à lire et à écrire grâce à elle. Si quelqu'un qui a un bon cœur nous voit, il nous vient en aide. Récemment, il y a eu un incendie et Madame Eliane et Madame Nora nous ont aidés. C'est elles qui m'ont donné ce drap. Une personne normale, une personne qui a un peu d'argent, elle ne vivrait pas dans ces conditions. S'il pleut, alors il y a des vers qui affluent. Et puis aussi, il y a des matières fécales qui sont charriées jusqu'ici. À Pakadjouma, les excréments sont déversés dans des rigoles et les déchets jetés à même le sol, dans l'espoir que la pluie vienne les chasser. Salubrité, santé, mais aussi éducation, les enjeux sont nombreux. Alors en 2021, Eliane a fondé l'association Pakadjouma Résilience qui assiste notamment Samson, le promoteur de cette école privée. La salle, telle que vous la voyez, elle est petite, elle ne convient pas. Vous voyez qu'il avait plu, il y a même des flaques d'eau. Donc les conditions dont les enfants sont en train d'étudier ne sont pas des bonnes, ils ne sont pas en train d'étudier dans les bonnes conditions. Parce qu'ils sont délaissés. Ils sont délaissés. Sol en terre et toit de tôle pour 6 classes à peine où s'entassent près de 400 élèves de la maternelle au lycée.
Je n'ai aucun soutien des hommes politiques. Donc je le fais personnellement avec les maigres moyens que moi je possède. Par l'éducation, Eliane et Samson espèrent extirper de la rue les koulounas, nom donné aux délinquants juvéniles, ou éviter aux jeunes filles de tomber dans la prostitution. Banal à Pacadjouma. Non pas parce qu'elles veulent le faire, mais parce qu'il y a la pauvreté. Elles ont même du mal pour s'acheter une serviette hygiénique qui revient à moins de $1. Donc elles se disent, il n'y a pas moyen de faire autrement, on doit se lancer dans le commerce de sexe. Beaucoup de parents, de jeunes filles mères aujourd'hui, jeunes filles de 15 ans, 16 ans, elles ont déjà 2, 3 enfants. Elles n'ont pas eu aussi la chance d'aller à l'école comme vous ou moi. Donc on doit leur booster, leur parler sur l'importance de l'école. Avec un État qu'ils disent être aux abonnés absents, les habitants de Pacadjouma ont appris à compter les uns sur les autres. Cela fait longtemps qu'ils ont cessé de croire aux promesses de campagne. Le chef du Hamas doit se rendre en Égypte mercredi pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza, après qu'Israël a indiqué être prête à accepter une nouvelle phase en échange d'otages. France 24. Des images devenues quotidiennes ici, à la frontière entre Israël et Gaza. Des colonnes de fumée après des bombardements toujours intenses sur l'enclave palestinienne. Chaque jour, tout le territoire est menacé par des raids. Ce mardi, le Sud n'a pas été épargné, avec des raids sur Rafah, mais aussi des combats à Khan Younes, qui ont fait de nombreuses victimes transportées ensuite vers l'hôpital de la ville. Nous renforçons nos forces dans les zones stratégiques de Khan Younes pour démanteler le Hamas et nous continuerons à le faire avec détermination partout où cela sera nécessaire. Tel est l'objectif de la guerre. Il est nécessaire de démanteler le Hamas et cela prendra le temps qu'il faudra. Démanteler le Hamas et ses statues, comme celle-ci démolie symboliquement lundi dans la ville de Gaza par l'armée israélienne. Si Daniel Hagari insiste sur le démantèlement du Hamas, le président israélien, lui, se montre bien plus mesuré. Israël est prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages. Et la responsabilité en incombe entièrement à Yahya Sinwar et aux dirigeants du Hamas. Isaac Herzog fait référence au chef du Hamas à Gaza. Le chef du bureau politique, Ismail Haniyeh, doit lui se rendre ce mercredi en Égypte pour des discussions sur un potentiel cessez-le-feu et des échanges d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. La situation humanitaire reste catastrophique à Gaza, malgré l'ouverture depuis dimanche par Israël d'un deuxième point de passage pour laisser entrer de l'aide. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.